Un milliardaire voit une femme enceinte presque sans vie et la sauve en l'emmenant à l'hôpital. Il manque de s'évanouir en découvrant qui elle est. Arnaud Delacour n'était pas un homme qu'on oubliait facilement. À 52, Ernst, il incarnait la réussite française dans toute sa froide splendeur. Costume taillé sur mesure, montre suisse au poignet, voiture allemande rutilante garée devant l'immeuble haussmannien de son entreprise de conseil en investissement. Son nom figurait régulièrement dans les colonnes des journaux économiques et il était invité à tous les galas caritatifs et cocktails d'affaires de Paris. Pourtant, derrière cette façade irréprochable se cachait un vide que ni l'argent ni le succès n'étaient jamais parvenus à combler. Chaque matin, Arnaud suivait une routine stricte, presque militaire. Réveil à 6h30, douche tiède, petit déjeuner composé d'un expresso et d'une tranche de pain grillé, sans beurre. Lecture rapide de Les Échos pendant que son chauffeur l'attendait en bas. Il ne parlait que rarement à son personnel, pas par mépris, mais parce qu'il ne savait plus comment engager une conversation dénuée d'intérêt professionnel. La solitude avait cessé de le gêner depuis longtemps. Elle s'était imposée comme un costume invisible qu'il portait avec la même rigueur que ses vêtements griffés. Le bureau d'Arnaud, situé au dernier étage d'un immeuble discret mais prestigieux du 8e arrondissement, offrait une vue imprenable sur les toits de Paris. Pourtant, il ne la regardait presque jamais. Son attention était constamment happée par les chiffres, les graphiques, les projections à 5 ans. Il évitait les miroirs, non pas par vanité, mais parce que son propre reflet lui rappelait tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Qu'un frère avec qui il ne parlait plus, une mère qu'il n'avait pas revue depuis son enterrement, et surtout Camille. Camille. Même après tant d'années, ce prénom flottait encore dans les recoins de son esprit comme une chanson dont on a oublié les paroles, mais jamais la mélodie. Il s'était aimé lorsqu'il n'était encore qu'un jeune homme ambitieux mais sans fortune. Elle l'avait soutenu, cru en lui. Mais lorsqu'il avait commencé à gravir les échelons de la finance parisienne, il avait estimé qu'elle ne s'intégrait plus dans sa nouvelle vie. La rupture avait été brutale, presque silencieuse. Elle était partie sans un mot de plus, emportant avec elle quelque chose qu'il n'avait jamais osé réclamer. Ce matin-là, tout commença différemment. Arnaud avait terminé une conférence à la Chambre de commerce sur les marchés émergents. Plutôt que de reprendre sa voiture comme à l'accoutumée, il décida de marcher un peu, un besoin rare d'air frais l'envahissant. Il descendit la rue de Rivoli, main dans les poches, ignorant les passants et les klaxons des voitures. Il tourna instinctivement à gauche vers la rue Saint-Antoine, un détour qu'il ne faisait jamais. Le trottoir était humide de la pluie tombée plus tôt. Une odeur de boulangerie flottait dans l'air mêlée au gaz d'échappement des scooters, et puis soudain il la vit. Une femme allongée sur le pavé, son manteau entrouvert révélant un ventre rond, une grossesse avancée. Ses cheveux châtains collaient à son front trempé, son visage était livide. Arnaud s'arrêta net. L'espace d'une seconde, le monde cessa de tourner. Plus de bruit, plus de ville, plus de Paris. Juste cette femme, cette image figée d'une urgence muette. Il s'approcha en courant, s'agenouilla près d'elle. Elle respirait à peine. Il chercha des yeux un téléphone, un passant, un secours quelconque, mais la rue semblait soudain déserte. Pris d'un instinct qu'il n'aurait pas soupçonné, il ôta son manteau pour la couvrir, puis la souleva, doucement, sentant son poids étrange, comme si elle flottait entre la vie et la mort. Il ouvrit la portière de sa berline noire, garée à quelques mètres, l'installa sur le siège arrière, avec un soin qu'il ne pensait pas posséder encore. Il cria à son chauffeur de démarrer immédiatement en direction de l'hôpital Saint-Louis, le plus proche. Durant le trajet, il tenait sa main, répétant des mots qu'il n'avait plus dits depuis longtemps. « Tenez bon, je suis là, vous allez vous en sortir. » Dans les yeux de la femme fermés, il ne vit rien mais une sensation étrange commença à naître en lui. Une angoisse viscérale, pas seulement celle d'un inconnu en détresse, mais une peur plus ancienne, plus intime qu'il ne savait pas encore nommer. Il ne comprenait pas pourquoi ce visage endormi, cette main froide dans la sienne, remuait en lui des choses enfouies depuis des années. L'hôpital apparut enfin, grand bâtiment gris aux allures impersonnelles. Les urgences étaient presque vides. Dès qu'il sortit du véhicule, des infirmiers accoururent avec un brancard. Il resta figé quelques secondes, regardant la porte automatique se refermer sur elle. Et soudain, ce qu'il pensait être un matin différent devint un moment charnière de son existence.
Pour la première fois depuis longtemps, Arnaud Delacour sentit son cœur battre pour quelqu'un d'autre que lui-même. Une émotion brutale, désordonnée, remonta du plus profond de lui un mélange de culpabilité, de peur et d'un espoir qu'il croyait mort. Il ne savait pas encore ce que cette femme représentait, mais au fond de son être, il pressentait que rien, plus rien, ne serait comme avant. Le passage vers les urgences du centre hospitalier Saint-Louis était éclairé par une lumière froide qui accentuait l'aspect clinique du lieu. Arnaud Delacour, encore haletant de l'agitation du trajet, suivit la civière jusqu'à ce qu'un agent de sécurité lui barre l'accès. La femme enceinte venait d'être emmenée dans une salle d'examen, et lui, l'homme toujours, maître de tout, se retrouva soudainement impuissant, planté là, au seuil d'une pièce interdite. Il voulut protester, comme il en avait l'habitude en affaires, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Ce n'était ni une réunion, ni un « contrat à sauver », c'était la vie d'une inconnue. Il s'assit sur l'un des bancs de métal alignés contre le mur. Ses doigts tremblaient légèrement. Il s'en rendit compte en les regardant. Sa respiration, bien que calme en apparence, trahissait une inquiétude qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Devant lui, les portes battantes restaient closes. À chaque seconde qui passait, une question tournait en boucle dans son esprit. Qui était cette femme? D'où venait-elle? Pourquoi était-elle seule, dans cet état, au petit matin, dans une rue de Paris? Une infirmière s'approcha pour lui demander s'il avait des informations à fournir pour l'admission. Arnaud répondit qu'il ne savait rien, seulement qu'il l'avait trouvée inanimée et l'avait conduite ici. Il donna son propre nom, ses coordonnées, accepta même de signer en tant que garant temporaire pour les soins d'urgence. Ce geste, inhabituel pour un homme aussi prudent, ne le fit pas hésiter une seconde. Il ne pouvait pas se permettre de partir, pas avant de savoir. Il sortit son téléphone, machinalement. Aucune notification. Il ouvrit son agenda électronique, réunions annulées, déjeuner d'affaires reporté. Rien de cela ne semblait avoir la moindre importance. Son monde, fait de décisions rapides et d'analyses chiffrées, venait de se heurter à quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. Une forme d'humanité brutale, immédiate, qu'il avait arrachée à son quotidien comme une tempête. Les minutes devinrent des heures. Il regardait les va-et-vient du personnel médical, essayant de deviner dans leur regard ou leur démarche une nouvelle sur la femme. Mais rien ne filtrait. Les murs de l'hôpital semblaient étanches à l'espoir. À un moment, il se leva, marcha lentement jusqu'à la machine à café, glissa quelques pièces, sans même regarder la boisson tiède qui en sortit. Il buvait pour occuper ses mains, pour ne pas sombrer dans l'attente. Vers la fin de la matinée, un médecin, jeune et l'air épuisé, sortit enfin du bloc. Il demanda à parler au monsieur qui l'avait amené. Arnaud se leva d'un bond, oubliant la tasse à moitié pleine qui se renversa au sol. Le médecin lui expliqua d'un ton neutre mais professionnel que la femme était dans un état critique, probablement causé par une forte anémie, une hypotension sévère et des complications liées à la grossesse. Le bébé semblait stable, pour l'instant, mais il restait extrêmement prudent. Elle était inconsciente, sous surveillance, et les prochaines heures seraient décisives. La nouvelle, bien qu'attendue, tomba comme un couperet. Arnaud hocha la tête, remercia brièvement, puis retourna s'asseoir. Il croisa ses bras, serra ses mains, il se rendit compte qu'il priait. Pas à haute voix, pas avec des mots précis, mais dans une forme de langage intime qu'il avait oublié. Une supplique silencieuse adressée à quelque chose, quelqu'un, qu'il n'avait pas nommé depuis longtemps. Peu après, une assistante administrative vint lui dire que la femme n'avait pas de papier sur elle, pas de téléphone, pas de sac à main. Rien qui puisse indiquer son identité. Arnaud fut invité à retourner sur les lieux où il l'avait trouvée, pour voir s'il y avait quelque chose, un indice, un objet égaré. Il accepta immédiatement. Accompagné d'un agent de sécurité, il remonta dans sa voiture, donna les indications précises à son chauffeur. La rue Saint-Antoine était redevenue animée. Les passants marchaient d'un pas pressé, les boutiques étaient ouvertes, les klaxons ponctuaient l'air de la ville, comme si rien ne s'était produit. Et pourtant, pour Arnaud, l'endroit était empreint d'un étrange silence, comme si le temps s'y était figé plus tôt. Ils fouillèrent les alentours, interpellèrent quelques commerçants. Personne ne semblait avoir vu quoi que ce soit. Le monde avait continué de tourner indifférent. Sur le trottoir, près d'un lampadaire, le chauffeur trouva un petit sac en tissu, presque invisible dans l'ombre. À l'intérieur, un flacon vide d'eau minérale,
un paquet de mouchoirs froissés, un carnet d'adresses usé et une écharpe en laine. Aucun portefeuille, aucun papier officiel. Arnaud prit le carnet. Il était rempli d'écritures manuscrites, des prénoms, des numéros de téléphone, des notes éparses. L'écriture était fine, parfois tremblante. À la dernière page, un mot isolé, souligné 2 fois, « espérer ». Ce détail le frappa violemment sans qu'il sache pourquoi. De retour à l'hôpital, il remit le sac aux infirmières. Le personnel remercia, promit de l'ajouter au dossier. Rien dans les objets n'indiquait clairement l'identité de la patiente. Arnaud demanda à rester, à avoir des nouvelles, à être informé du moindre changement. Les infirmiers l'installèrent dans une petite salle d'attente plus calme. Il s'y enferma dans un mutisme tendu, les mains jointes sur les genoux, les yeux rivés au sol. À la tombée de la nuit, on lui proposa de rentrer chez lui. Il refusa. Il ne savait même plus pourquoi il s'accrochait autant, pourquoi cette inconnue l'affectait ainsi. Était-ce parce qu'elle était vulnérable, parce qu'elle portait une vie en elle, ou parce qu'au fond de lui, quelque chose lui murmurait que cette rencontre n'était pas un simple hasard. Ce visage pâle, cette main qu'il avait tenue dans la voiture, une impression de déjà-vu l'obsédait. Alors qu'il s'apprêtait à s'endormir sur la chaise inconfortable, une infirmière vint lui dire qu'il pourrait peut-être la voir un instant. Elle dormait encore, mais son état était un peu plus stable. Arnaud se leva immédiatement. Chaque pas jusqu'à la chambre semblait résonner comme un écho lointain de souvenirs oubliés. Lorsqu'il entra dans la pièce, la lumière tamisée baignait le lit d'une clarté douce. Elle était là, allongée, les yeux fermés, les cheveux encore humides. Il s'approcha lentement, s'arrêta au bord du lit. Son cœur battait fort. Il observa son visage. Quelque chose dans la courbe de la joue, dans le froncement léger des sourcils, lui semblait étrangement familier. Il voulut parler, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Il resta là, à la contempler, une sensation diffuse grandissant en lui. Ce n'était pas seulement de l'empathie, c'était plus profond, plus ancien, une certitude muette, encore floue, mais indéniable. Il se passa la main sur le visage, comme pour chasser cette impression. Et c'est alors dans ce silence presque sacré que tout bascula dans son esprit. Ce n'était pas une inconnue. Il ne savait pas encore qui elle était exactement, mais il comprenait que son existence venait de se heurter à quelque chose de bien plus vaste que le simple acte de l'avoir secourue. Un lien invisible les unissait. Et dans cette chambre d'hôpital, Arnaud de la Cour comprit qu'il n'était plus le seul maître de sa vie. L'horloge murale indiquait 23 heures lorsque les couloirs de l'hôpital Saint-Louis plongèrent dans une semi-obscurité. Les bruits métalliques des chariots s'étaient espacés, les pas des infirmiers devenaient plus rares et les lumières tamisées enveloppaient l'atmosphère d'un calme étrange. Arnaud de la Cour était toujours là, assis dans le même fauteuil devant la même chambre, les yeux fixés sur une porte close qui contenait désormais bien plus qu'une simple patiente. Il ne s'était pas changé, ses vêtements portaient encore les traces de la matinée agitée, mais il n'y prêtait pas attention. Rien ne comptait plus que ce visage, ce souffle régulier derrière la cloison. Le médecin de garde, un homme d'âge mûr au regard fatigué, s'arrêta près de lui avec un dossier à la main. Il confirma que la jeune femme stabilisait lentement, que les premiers examens avaient révélé une carence sévère en fer, une hypotension prolongée et une fatigue extrême probablement liée à une absence prolongée de soins médicaux. L'enfant qu'elle portait semblait en bon état pour l'instant, mais une surveillance constante restait impérative. Arnaud écoutait, hochait la tête, notait chaque mot comme s'il s'agissait d'un contrat important. Mais au fond, il ne comprenait qu'une chose, elle était en vie. Il demanda de nouveau si un nom avait pu être identifié. Le médecin secoua la tête. Aucun document officiel, aucun dossier de santé, aucun antécédent enregistré. Elle était administrativement une inconnue. Arnaud insista pour revoir les objets trouvés. Il les examina un par un, l'écharpe en laine, le carnet d'adresse, les mouchoirs, le flacon vide. Rien de tout cela ne donnait d'indice précis. Les numéros dans le carnet étaient parfois raturés, parfois incomplets. Une vie de précarité transpirait de chaque page, une vie de silence, d'errance. Il demanda la permission de garder le carnet pour y chercher des informations lui-même. Après quelques hésitations, on accepta. Dans la petite salle d'attente qui lui avait été assignée, il se pencha sur les pages jaunies. Certains prénoms lui rappelaient des sons entendus dans son passé, mais rien ne semblait le relier à elle.
jusqu'à ce qu'il tombe sur une page déchirée, presque arrachée. Un mot griffonné rapidement attira son regard. Camille. Il eut un mouvement de recul. Ce nom aussi familier que douloureux fit surgir une tempête dans sa mémoire. Il referma le carnet brusquement, comme si ce simple mot pouvait le brûler. Il resta ainsi un long moment, les mains tremblantes. Camille. Cela faisait plus de 15 ans qu'il n'avait pas entendu ce prénom. Il se leva, marcha dans le couloir désert, incapable de contenir l'agitation qui s'emparait de lui. Il se souvenait encore du visage de Camille, de ses yeux clairs, de ses silences blessés au moment de leur rupture. Il avait tout sacrifié pour sa carrière, leur amour, leur avenir, et ce qu'elle lui avait peut-être caché à l'époque. L'idée qu'il y ait un lien entre Camille et cette jeune femme à l'hôpital devenait de plus en plus impossible à ignorer. Le lendemain matin, il demanda à parler à une assistante sociale de l'hôpital. Il voulait comprendre ce que pouvait vivre une femme dans la rue, enceinte, sans ressources, sans soutien. Elle lui expliqua avec douceur que de nombreuses jeunes femmes, parfois très jeunes, échappaient aux services sociaux, se déplaçaient de ville en ville, vivaient de squats ou de foyers temporaires. Certaines étaient enceintes à la suite de ruptures violentes, d'abandons familiaux ou de relations toxiques. Arnaud écoutait en silence, chaque mot comme une gifle. Il imagina cette jeune femme traversant la France, fuyant quelque chose ou quelqu'un et aboutissant ici, à ses pieds, dans cette rue. Il retourna voir le personnel médical, insista pour parler à l'infirmière en charge du dossier. Elle lui confirma que la patiente n'avait toujours pas repris conscience complètement. Ses signes vitaux étaient stables, mais elle ne parlait pas encore. Le prénom Camille ne signifiait rien pour le personnel, mais ils notèrent l'information dans le dossier au cas où elle pourrait un jour confirmer une relation. Arnaud proposa d'engager un détective privé pour retrouver son identité. Il était prêt à tout financer, à tout faire, pour obtenir des réponses. Pendant les heures qui suivirent, il resta à côté de la chambre, le carnet dans les mains. Il le relisait encore et encore, comme s'il espérait que les lettres se réarrangent pour lui révéler un secret. Il ne mangeait pas, ne dormait pas vraiment, se contentait de fermer les yeux quelques minutes, secoué par des images floues de son passé. Camille, leurs disputes, leurs rires, les étés à Marseille, les cafés sur les quais, la dernière fois qu'il l'avait vue, les yeux pleins de larmes, mais sans colère. Et puis, plus rien. Un vide. Vers la fin de l'après-midi, l'infirmière vint le chercher. La patiente avait ouvert les yeux brièvement, avait prononcé quelques mots indistincts. Rien de clair. Elle était confuse, faible, mais consciente. Arnaud se leva immédiatement. Il demanda s'il pouvait la voir, même quelques minutes. On accepta à condition qu'il reste calme. Il entra dans la chambre comme on entre dans une église. Elle était allongée, les yeux mi-clos, respirant lentement. Lorsqu'il s'approcha, elle tourna légèrement la tête, le regarda sans vraiment le voir. Il tenta de parler. Sa voix se brisa. Il lui dit qu'il l'avait trouvée, qu'elle était en sécurité à l'hôpital. Elle cligna des yeux, comme si elle luttait pour rester consciente. Il lui demanda son nom. Elle ne répondit pas. Il lui prit la main, cette même main glacée qu'il avait tenue dans la voiture. Cette fois, elle ne la retira pas. Ce simple geste lui noua la gorge. Quand il sortit, son esprit était en ébullition. Il savait désormais au fond de lui que cette jeune femme n'était pas étrangère, que le destin, ou quelque chose de plus cruel encore, l'avait ramené dans sa vie au moment où il s'y attendait le moins. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Il avait ouvert une porte sur son passé, et ce qu'il y trouverait allait, il le sentait, bouleverser jusqu'à la dernière pierre de la forteresse qu'il avait construite autour de lui. Le 4e jour depuis l'admission de la jeune femme s'était levé dans une lumière froide et diffuse, celle des matinées parisiennes, où le ciel semble hésiter entre pluie et brume. Arnaud Delacour, les traits tirés et le regard, vidé d'expression, n'avait pas quitté l'hôpital depuis qu'il avait porté cet inconnu jusqu'aux urgences. Ses affaires personnelles, livrées par son assistant, restaient dans un sac au fond de la pièce qui lui servait de refuge temporaire. Il avait annulé toutes ses obligations professionnelles sans prendre la peine d'en expliquer les raisons. Le monde extérieur s'était suspendu, avalé par le vortex silencieux d'une présence fragile, alitée dans la chambre voisine. Dans le couloir du service obstétrique, une infirmière s'approcha timidement de lui.
Elle l'informa que la patiente avait ouvert les yeux plus longuement ce matin et qu'elle semblait désormais stable, bien que faible. Elle ajouta qu'il serait possible, avec l'accord du médecin, qu'il lui rende une visite plus prolongée. Arnaud se leva sans un mot, ses jambes légèrement engourdies par les heures passées assis, et la suivit sans poser de questions. À mesure qu'ils s'approchèrent de la chambre, son cœur battait de plus en plus fort, avec une intensité qu'il ne connaissait plus. Il redoutait ce moment tout en l'attendant comme une révélation. Ce visage qu'il n'arrivait pas à effacer de ses pensées allait enfin s'ancrer dans la clarté. La porte s'ouvrit lentement. La pièce baignait dans une lumière douce, tamisée par les rideaux gris perle. Elle était là, reposant sur des draps immaculés, les paupières à moitié closes, le teint encore pâle, mais moins fantomatique qu'auparavant. Une perfusion était plantée dans son bras gauche et un moniteur cardiaque émettait un bip régulier. Arnaud s'approcha doucement, prenant garde à ne pas faire de bruit. Lorsqu'il fut suffisamment proche, il put enfin l'observer sans barrière. Et alors quelque chose se brisa en lui. Il n'eut pas besoin d'un mot. Il n'eut pas besoin de confirmation. Ce visage, il le connaissait. Pas dans ses détails exacts, mais dans son essence. Il y avait dans la forme des yeux, dans la courbe du menton, une ressemblance si forte, si intime, qu'elle traversa sa mémoire comme un éclair. Elle n'était pas Camille, bien sûr, mais elle en portait les traces. Ce n'était pas une impression passagère, c'était une certitude brutale. Cette jeune femme portait en elle les traits d'un passé qu'il avait tenté d'oublier, mais qui revenait maintenant frapper à sa porte, implacable. Il recula d'un pas, pris d'un fatigue. Son souffle se fit court. Il s'appuya contre la fenêtre, fixant la pluie qui commençait à perler sur les vitres. Elle tourna légèrement la tête, ses yeux s'ouvrant plus distinctement. Leurs regards se croisèrent. Il y eut un moment de flottement, suspendu entre l'évidence et le doute. Elle le regarda non pas avec la reconnaissance d'un visage familier, mais avec une méfiance mêlée de confusion. Pourtant, quelque chose dans ses yeux sembla aussi vaciller, comme si, dans le regard de cet homme, elle percevait elle aussi une silhouette venue d'un souvenir vague. Arnaud se força à parler. Sa voix était rauque, étranglée par l'émotion. Il lui dit qu'il s'appelait Arnaud Delacour, qu'il l'avait trouvé dans la rue et qu'il l'avait amené ici. Elle cligna lentement des yeux, comme pour enregistrer les informations. Il ajouta qu'elle n'avait aucun document sur elle, aucun téléphone, mais qu'il avait trouvé un carnet avec le prénom Camille à l'intérieur. À ce mot, elle tourna la tête vers la fenêtre, un frisson passant dans son cou. Arnaud le vit. Ce prénom signifiait quelque chose pour elle. C'était plus qu'une coïncidence. Il voulut lui poser une question, une seule. Connaissait-elle Camille Fournier? Mais il se retint. Il n'était pas prêt à entendre la réponse. Pas encore. Il ne voulait pas précipiter l'instant. Il resta là, debout, à observer chaque détail de son visage, la couleur exacte de ses yeux, la forme de sa bouche, l'arrondi discret de son nez. Des traits qu'il n'avait pas vus depuis plus de 15 ans, mais qui revenaient à lui comme un murmure du passé. Elle lui demanda faiblement où elle était. Il répondit d'une voix douce qu'elle était en sécurité, à l'hôpital Saint-Louis, et qu'elle devait se reposer. Il ne posa pas d'autres questions. Elle semblait encore trop faible pour une conversation prolongée. Avant de sortir, il la remercia. Non pas pour une raison précise, mais pour le simple fait d'être en vie. Lorsqu'il ferma la porte derrière, lui, il resta un long moment immobile dans le couloir, la main sur la poignée. De retour dans la petite salle d'attente, il s'effondra sur le fauteuil. Il ne pleura pas, mais son corps était parcouru de spasmes légers, comme s'il avait reçu un choc électrique. Son esprit s'agitait dans un chaos d'images et de possibilités. Si cette jeune femme avait un lien avec Camille, si elle était née peu après leur séparation, si Camille ne lui avait jamais parlé de sa naissance, alors cela signifiait que il sortit son téléphone, ouvrit un vieux dossier de photos qu'il avait conservé malgré les années. Là, parmi les clichés flous d'un autre temps, figurait une image de Camille enceinte. Elle portait une robe d'été et son ventre arrondi était clairement visible. Il avait pris cette photo sans y penser, un jour où elle lui avait parlé de leur rêve commun. Il n'avait jamais demandé ce qu'il était advenu de cette grossesse. Leur rupture avait balayé tout ce qu'il aurait dû affronter avec courage. La vérité s'imposait, brutale, comme un cri dans le silence. Cette jeune femme pouvait être sa fille.
Il ne voulait pas encore le dire à voix haute. Il n'osait pas. Mais il savait ce que son cœur lui hurlait depuis qu'il avait croisé son regard. Cette impression de familiarité n'était pas une illusion, ni un fantasme. C'était un appel, un lien biologique, émotionnel, viscéral qui le renversait tout entier. Arnaud se leva de nouveau, incapable de rester immobile. Il déambula dans les couloirs, croisa des infirmiers, des patients, des familles. Tous avaient un but, une personne à visiter, une mission à accomplir. Lui, il marchait au bord du gouffre. Chaque pas l'enfonçait davantage dans une réalité qu'il n'avait jamais imaginée, mais dont il ne pouvait désormais plus s'éloigner. Il passa la soirée à relire le carnet. Il nota chaque numéro, chaque nom. Il composa certains d'entre eux, tomba sur des répondeurs, sur des voix méfiantes, sur des silences, mais rien qui ne confirme quoi que ce soit. Il savait que la clé ne se trouvait plus dans les mots des autres, mais dans celle qui dormait à quelques mètres de lui, une vérité cachée dans les plis de son histoire. Et alors que la nuit tombait, sur Paris, Arnaud de la Cour comprit que le passé n'était pas enterré. Il était vivant, tangible, et avait un nom, un visage, une histoire que le destin avait choisi de lui faire affronter. Le plus difficile restait à venir. Mais une chose était certaine, plus rien ne serait jamais comme avant. Le matin suivant s'annonçait glacial. Le ciel de Paris s'était couvert d'un gris presque uniforme, et la lumière hivernale filtrait à peine à travers les vitres de l'hôpital Saint-Louis. Arnaud de la Cour, qui n'avait pas quitté les lieux depuis bientôt 5 jours, s'était endormi quelques minutes, le carnet posé sur ses genoux. Son visage portait les marques de l'épuisement. Paupières gonflées, traits tirés, barbe mal rasée. Rien dans son apparence n'évoquait l'homme d'affaires élégant et sûr de lui que le monde connaissait. Il était devenu, dans cette parenthèse inattendue, un homme nu face à ses souvenirs, ses fautes et une vérité qui ne cessait de se rapprocher. Aux alentours de 9 heures, une infirmière frappa doucement à la porte de la petite salle où il s'était installé. Dans ses mains, elle tenait un petit sac en plastique transparent. Elle expliqua qu'un employé de l'entretien, en nettoyant les affaires médicales utilisées lors de l'admission, avait retrouvé ce sachet dans la poche intérieure du manteau de la patiente. Elle tendit le sac à Arnaud, sans imaginer l'impact qu'il allait avoir. À l'intérieur, il y avait une petite trousse de maquillage déchirée et une carte d'identité en plastique abîmée par l'humidité. Arnaud sentit immédiatement son cœur s'arrêter. Il saisit la carte d'un geste fébrile, ses doigts tremblants avant même de lire les inscriptions. Il la retourna lentement. Le visage était jeune, légèrement différent de celui de la femme qu'il avait secourue, probablement une photo datant de quelques années. Mais le nom imprimé en lettres capitales ne laissait place à aucun doute. Élise Fournier. Tout vacilla autour de lui. L'air sembla se raréfier dans la pièce. Il s'assit lentement, la carte serrée entre ses doigts. Il lut le nom encore et encore, comme pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une illusion. Fournier, le nom de Camille, celui qu'elle portait lorsqu'ils s'étaient reconnus, celui qu'elle avait gardé même après leur rupture. Et Élise, ce prénom, il ne le connaissait pas, mais il l'avait croisé dans une liste, il en était certain. Un jour, des années plus tôt, dans un vieux courrier jamais lu jusqu'au bout. Une lettre que Camille lui avait envoyée, bien après leur séparation, qu'il avait jetée dans un tiroir sans la lire. Il se souvenait maintenant. Un vertige le prit. Il posa la carte sur la table, se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et appuya son front contre la vitre froide. Ce nom s'imposait avec la brutalité d'un coup de tonnerre. Cette femme qu'il avait recueillie dans la rue, enceinte, seule, abandonnée, était très probablement la fille qu'il n'avait jamais connue. La fille que Camille avait portée sans jamais lui en parler, qu'elle avait élevée sans son aide, qu'elle avait protégée de son absence. Et voilà qu'elle était là, sans savoir qui il était, et lui, figé entre la révélation et l'impuissance. Il retourna s'asseoir, reprit la carte en main. Date de naissance, 18 avril. Cela correspondait parfaitement. Elle avait 21 ans. 21 ans sans père. 21 ans de silence. Il comprit alors que Camille avait tenu sa promesse. Lorsqu'ils s'étaient quittés, elle lui avait dit qu'il ne ferait jamais partie de sa vie, qu'elle assumerait seule quoi qu'il arrive, et elle l'avait fait. Jusqu'au bout, Arnaud sentit une chaleur amère lui envahir la poitrine. Ce n'était pas une simple erreur du passé. C'était une trahison de lui envers elle, envers leur fille, envers ce qu'ils auraient pu être.
Il comprit alors que ce qu'il ressentait n'était pas seulement de la surprise ou du choc, mais une forme aiguë de honte. Une honte si profonde qu'elle lui donnait envie de disparaître, de remonter le temps pour réparer ce qui ne pouvait plus l'être. Il se leva et marcha jusqu'à la chambre. La porte était entr'ouverte. Élise dormait encore, la main posée sur son ventre. Son visage apaisé contrastait avec le tumulte qui secouait Arnaud. Il la regarda longuement, incapable d'entrer, incapable de bouger. Son propre sang dormait là, à quelques mètres de lui. Il n'avait pas les mots, pas le droit, pas la légitimité. Et pourtant, il était là. De retour dans la salle, il composa un numéro qu'il n'avait pas composé depuis plus de 18. Bien celui de Camille. Il avait conservé ce contact, effacé puis ressaisi plusieurs fois, comme un vestige d'un autre monde. Il tomba sur une messagerie. Il raccrocha. Il réessaya. Cette fois, une voix répondit « Allô ?» Arnaud resta silencieux, quelques secondes. La voix de Camille n'avait pas changé. Plus grave peut-être, plus fatiguée, mais encore reconnaissable entre toutes. Il respira profondément. « Camille, c'est Arnaud. » Un long silence suivit. Il l'imagina debout dans une cuisine, peut-être en train de préparer un café, ou dans un salon, un livre sur les genoux. Elle ne répondit pas immédiatement. Puis enfin, « Pourquoi tu m'appelles ?» Il hésita puis lâcha la vérité. « Élise est ici, à Paris, à l'hôpital. Elle a eu un malaise. Je l'ai trouvée dans la rue. Elle est enceinte. » Un autre silence, plus lourd. Il entendit un souffle trembler à l'autre bout du fil. « Tu l'as vue !»« Tu lui as parlé ?»« Oui. Elle ne sait pas qui je suis. Elle ne sait rien. Mais j'ai vu son nom. J'ai vu ton nom. » Camille ne répondit pas tout de suite. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était brisée. « Je t'avais dit que je n'avais pas besoin de toi. Tu t'es éloigné. Tu as choisi ton chemin. Tu n'as pas voulu savoir. Je sais que je ne mérite rien. Mais je suis là. Je ne peux pas faire semblant. Pas cette fois. » Il entendit un sanglot étouffé, puis une phrase simple coupante. « Ne la fais pas souffrir. » Et elle raccrocha. Arnaud resta avec le téléphone contre l'oreille, le regard dans le vide. Les mots de Camille résonnaient dans sa tête. « Ne la fais pas souffrir. » Il savait qu'il marchait sur un fil mince entre la vérité et la douleur, entre la rédemption et la peur. Il venait de franchir un seuil. Rien ne pourrait l'arrêter, désormais. La vérité était là, éclatante, et elle allait le forcer à faire face à tout ce qu'il avait fui depuis 2 décennies. Le téléphone avait cessé de vibrer depuis des heures. Arnaud Delacour, immobile dans le fauteuil de la petite salle d'attente, fixait le sol sans le voir. Le nom d'Élise tournait dans sa tête comme une prière oubliée. Il n'y avait plus de doute possible. Il n'y avait plus de place pour les hypothèses. Camille ne l'avait pas démenti. Elle n'avait pas nié. Elle avait seulement supplié qu'il n'ajoute pas davantage de souffrance. Cette simple phrase, dite à voix basse, pesait plus lourd que n'importe quelle révélation. Il avait devant lui la fille qu'il n'avait jamais connue, qu'il n'avait pas reconnue, qu'il avait perdue avant même de la tenir dans ses bras. Le dilemme qui l'étreignait désormais n'était pas celui de la certitude, mais celui de l'action. Que devait-il faire? Que pouvait-il faire? Dire la vérité? Se taire? Reculer? S'approcher? Chaque option semblait comporter une forme de violence. Il avait été absent pendant toute sa vie, et maintenant qu'il savait, pouvait-il soudainement prétendre avoir une place, un droit à son amour, un droit à sa reconnaissance? Rien ne lui appartenait. Il ne possédait ni le passé, ni les souvenirs, ni les blessures silencieuses qu'elle avait dû accumuler seule. Il resta longtemps seul, enfermé dans le silence de l'aube. Lorsqu'un agent de l'hôpital entra pour faire le ménage, Arnaud lui demanda machinalement si Élise s'était réveillée. L'homme hocha la tête. Elle avait demandé de l'eau puis s'était rendormie. Arnaud se leva alors, récupéra le carnet et la carte d'identité et décida d'agir. Il voulait comprendre. Il avait besoin de reconstituer les morceaux de vie qu'on ne lui avait jamais confiés. Il sortit de l'hôpital pour la première fois en 6 jours, prit un taxi jusqu'à un petit café du 11e arrondissement, s'installa dans un coin discret et composa un nouveau numéro. Quelques jours plus tôt, en consultant les notes du carnet d'Élise, il avait repéré un foyer pour jeunes femmes à Marseille. Il appela. Une assistante sociale lui répondit. Il demanda si une certaine Élise Fournier avait résidé là.
Après un moment d'hésitation, la femme confirma. Élise avait été accueillie pendant 2 mois, puis était partie sans prévenir, environ 3 semaines auparavant. Elle avait dit qu'elle avait de la famille à Paris. Arnaud sentit sa gorge se nouer. Elle cherchait peut-être à le trouver. Faut le fuir. Il n'en savait rien. Il demanda s'il restait des informations, un dossier, une adresse. On lui répondit qu'il ne pouvait rien obtenir sans autorisation écrite. Il raccrocha, frustré mais déterminé. Il fit appel à un détective privé, un homme discret, habitué aux affaires de famille silencieuses, aux vérités enterrées. Il lui donna toutes les informations dont il disposait, les dates, les lieux, le nom de Camille, le passé oublié. L'homme prit des notes, lui assura qu'il reviendrait vers lui rapidement. Arnaud savait qu'il avait enclenché une machine qui ne s'arrêterait plus. Les secrets allaient remonter à la surface. Il n'y aurait plus de retour possible. De retour à l'hôpital, il croisa l'infirmière principale. Elle lui indiqua qu'Élise était réveillée, qu'elle avait demandé à le voir. Il sentit son cœur se contracter. Il n'était pas prêt. Il ne le serait jamais. Mais il entra quand même. Elle était assise, les jambes recouvertes par une couverture, le visage toujours pâle mais plus vif. Lorsqu'elle le vit, elle ne sourit pas. Elle l'observa longuement, comme si elle cherchait quelque chose en lui. Il resta près de la porte, incertain. Elle brisa le silence. « Pourquoi vous restez ?» Il ne savait pas comment répondre. Il s'approcha lentement, s'assit sur la chaise à côté du lit. « Je vous ai trouvé dans la rue. J'ai eu peur pour vous. Et depuis, je n'ai pas pu partir. » Elle baissa les yeux. « Vous auriez pu, les gens partent toujours. » Cette phrase le transperça. Il voulut dire que ce n'était pas vrai, mais ce serait mentir. Lui aussi était parti autrefois. Il inspira profondément. « Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelait Camille Fournier ?» Elle releva la tête brusquement. Ses yeux s'assombrirent. « C'est ma mère. » Il ferma les yeux un instant. C'était dit, sans détour. La vérité qu'il connaissait désormais avait trouvé un écho dans la bouche d'Élise. Elle ne savait toujours pas qui il était, mais elle venait de tendre un fil entre eux. Il aurait pu saisir ce moment, lui révéler la suite. Mais il ne le fit pas encore. « Elle va bien ?» Élise hocha la tête. Elle vit à Marseille. Elle est malade un peu, mais elle va bien. Elle ne voulait pas que je vienne ici. Elle disait que Paris détruit les gens. Elle disait que personne ne m'y attendait. Arnaud sentit une larme menacée de couler. Il se leva brusquement, fit quelques pas dans la pièce. Peut-être qu'elle avait tort, Élise ne répondit pas. Il savait qu'il devait sortir, respirer, réfléchir. Avant de partir, il se retourna. « Je peux revenir demain ?» Elle haussa les épaules. « Comme vous voulez. » Dehors, le ciel s'était éclairci. Il marcha longtemps, sans direction précise. Il se rappela les matins de son adolescence, les ruelles de Marseille, les rires de Camille, les promesses échappées. Il pensa à cette jeune fille, maintenant femme, porteuse d'une vie, porteuse aussi d'un passé qu'il n'avait jamais osé regarder en face. Le soir venu, il appela de nouveau Camille. Cette fois, elle décrocha aussitôt. « Elle t'a parlé ? Oui, tu lui as dit ? » Non, pas encore. Un silence. Puis la voix de Camille, ferme. « Tu n'as plus beaucoup de temps. Tu ne peux pas l'approcher comme un inconnu. Elle mérite la vérité, même si elle ne la veut pas. » Il hocha la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. « Je sais. » Et pour la première fois, il sentit que la ligne entre le passé et le présent s'était effacée. Il n'était plus seulement Arnaud Delacour, l'homme d'affaires millionnaire. Il était aussi un père, même s'il ne l'avait jamais été, même s'il ne savait pas encore comment l'être. Le lendemain, Paris s'éveilla sous un manteau de brume. Arnaud Delacour, assis à la même table du petit café du 11e arrondissement, qu'il avait adopté comme quartier général officieux, tenait entre ses mains une tasse de café devenue froide. Les heures passaient sans qu'il s'en rende compte, l'esprit entièrement absorbé par les ramifications de ce qu'il venait de découvrir. Les mots de Camille résonnaient encore dans sa tête. Elle mérite la vérité, même si elle ne la veut pas. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer, mais il savait aussi que la vérité, dite au mauvais moment ou dans le mauvais ton, pouvait tout détruire. Le détective privé qu'il avait engagé arriva peu après 8 heures du matin, le visage fermé mais concentré. Il s'assit sans préambule, sortit un dossier plié en 3 parties et le posa sur la table. Arnaud le prit avec lenteur comme on ouvre un livre sacré. À l'intérieur,
Des copies de documents administratifs, des extraits de dossiers sociaux, des rapports de foyers d'accueil, des attestations de passage dans des associations caritatives de Marseille puis de Paris. Élise Fournier avait vécu une existence fragmentée, de pension en pension, de petits boulots en instabilité successive. Les années se succédaient avec une régularité tragique. Abandon scolaire, maladie de la mère, emploi précaire, et puis un départ soudain vers Paris, quelques semaines avant que leurs chemins ne se croisent dans une rue anonyme. Arnaud lut chaque ligne, chaque mot, avec une attention douloureuse. L'histoire d'Élise, c'était l'histoire d'une absence, la sienne. Partout entre les lignes, il lisait les conséquences d'un silence qu'il avait cru inoffensif. Camille, après leur rupture, avait quitté Paris pour retourner dans sa ville natale. Elle avait accouché seule, n'avait déclaré aucun père à l'état civil, avait élevé sa fille dans un silence orgueilleux, avec un courage invisible. Arnaud n'avait jamais su, ou plutôt il n'avait jamais voulu savoir. Il s'en rendait compte maintenant. Il avait laissé cette porte fermée, convaincu que l'avenir n'avait besoin ni de retour, ni d'explication. Mais il se trompait, et Élise en avait payé le prix. En fin de matinée, il retourna à l'hôpital. La chambre d'Élise était baignée de lumière. Elle lisait un magazine médical à moitié déchiré, les jambes croisées, son ventre arrondi reposant contre la couverture. Lorsqu'elle vit Arnaud entrer, elle le salua d'un signe de tête, sans sourire. Il s'approcha, lui demanda comment elle se sentait. Elle répondit que les médecins disaient que tout allait bien, mais qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Pas à cause de l'hôpital, à cause du monde extérieur. Elle avait peur de ce qui viendrait après. Il resta silencieux. Il comprenait. Elle finit par poser la question qu'il redoutait. « Pourquoi vous vous occupez autant de moi? Vous ne me connaissez même pas. » Arnaud inspira profondément. Il savait que le moment était venu. Il ne pouvait pas continuer à se cacher derrière des gestes. Il prit la chaise, s'assit lentement face à elle et la regarda droit dans les yeux. « Il y a quelque chose que je dois te dire, et je ne sais pas comment tu vas réagir. » Elle fronça les sourcils. Il poursuivit, la voix basse. « Je connaissais ta mère, Camille, il y a très longtemps. On a vécu une histoire ensemble. On s'est séparés, brutalement. Je ne savais pas qu'elle attendait un enfant. Elle ne m'a jamais rien dit. Et je ne suis jamais revenu, par lâcheté, par orgueil, par ignorance aussi. Mais aujourd'hui, je pense que je suis ton père. » Le silence qui suivit fut absolu. Élise le fixa, immobile, le regard vide. Puis elle cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle luttait pour assimiler les mots. Elle se redressa lentement dans son lit, posa le magazine sur la table de chevet, puis croisa les bras. Non, ce fut tout. Un mot sec, définitif. Il voulut répondre, expliquer, insister, mais elle leva une main. « Vous n'avez pas le droit de dire ça, pas après tout ce temps, pas après avoir disparu de ma vie pendant 21 ans. Ce n'est pas parce que vous m'avez trouvé dans la rue que vous pouvez vous proclamer père. » Il voulut dire qu'il comprenait, mais ce serait mentir, il ne comprenait pas vraiment. Il ressentait la honte, l'échec, le regret, mais pas encore tout ce que signifiait être celui qu'on rejette. « Je ne veux pas de votre pitié, ni de votre argent, ni de votre présence. Je me suis toujours débrouillé seul, et je vais continuer. » Elle détourna les yeux vers la fenêtre. Arnaud resta là quelques secondes, puis se leva. Il ne dit rien. Il comprit qu'il avait allumé un incendie qu'il ne savait pas éteindre. Dans le couloir, il s'adossa au mur, ferma les yeux et se laissa envahir par le vertige. Il n'y avait pas de pardon automatique, pas de réparation immédiate. Ce n'était pas un contrat à renégocier, c'était une vie. Il sortit du bâtiment, marcha lentement jusqu'à un parc voisin, s'assit sur un banc. Les enfants jouaient, les parents riaient, les couples flânaient. Et lui, Arnaud de la Cour, l'homme au sommet, était à genoux. Il regardait la ville autour de lui avec des yeux neufs. Il comprenait enfin que la réussite ne se mesurait pas en chiffres, mais en liens. Et ceux qu'il avait brisés ne se réparaient pas en un jour. En fin d'après-midi, il reçut un appel. Camille. Elle n'avait dit que 2 mots, mais il suffisait. Elle sait? Oui. Et? Elle me rejette. Un long silence. Puis, la voix de Camille, plus douce que jamais. Alors maintenant, tu n'as plus qu'une chose à faire, rester. Même si elle ne veut pas de toi, reste. C'est ça être père. Pas apparaître, mais persister. Et pour la première fois, Arnaud comprit ce que voulait dire le mot engagement. Pas celui des affaires,
ni des promesses faciles, celui du cœur. Celui qui ne demande rien en retour mais qui se tient là, envers et contre tout. Arnaud Delacour ne retourna pas à l'hôpital le soir même. Après le rejet frontal d'Élise, il comprit que sa présence immédiate ferait plus de mal que de bien. Il passa la nuit seul dans un petit hôtel près du canal Saint-Martin, refusant de rentrer chez lui, refusant aussi d'être ailleurs. Son esprit tournait en boucle, repassant chaque mot, chaque expression du visage d'Élise. Il ne s'était jamais senti aussi vulnérable. Tous ses repères s'étaient effondrés en quelques jours. La fortune, les relations, la réputation. Rien de tout cela n'avait la moindre valeur devant le regard froid et désarmant de celle qui refusait de le reconnaître comme père. Au petit matin, il marcha sans but à travers les rues humides, jusqu'à un kiosque où il acheta un vieux carnet et un stylo. Il s'installa dans un café désert, commanda un café noir et commença à écrire. Il ne savait pas pourquoi. Il n'avait pas l'intention d'en faire un journal ni un témoignage, mais les mots sortaient seuls, comme s'il devait poser sur le papier ce que sa bouche n'arrivait pas à dire. Il écrivit pour Élise. Il lui raconta comment il avait rencontré Camille, comment il l'avait aimée, comment il l'avait abandonnée. Il n'excusa rien. Il décrivit son absence, sa fuite, sa lâcheté. Il lui raconta ce qu'il n'avait jamais avoué à personne, qu'il avait souvent pensé à ce qu'il avait laissé derrière lui, mais qu'il avait eu trop peur de découvrir, les conséquences de ses actes. Pendant des heures, il noircit les pages de son écriture soignée. À travers ces mots, il redécouvrait sa propre histoire, non plus comme le récit d'un homme puissant, mais comme celui d'un homme brisé par ses choix. Il comprit que son retour dans la vie d'Élise ne pouvait pas se faire dans la logique du pardon immédiat, ni dans la revendication d'un rôle qu'il n'avait jamais rempli. Il ne devait pas réclamer d'être reconnu comme père. Il devait peut-être simplement apprendre à devenir un être humain capable d'être présent. Même sans place définie, même sans reconnaissance, juste là, silencieux mais fidèle. Dans l'après-midi, il retourna à l'hôpital. Cette fois, il ne demanda pas à voir Élise. Il remit le carnet à une infirmière, lui expliquant qu'il contenait des choses importantes et que c'était à elle, et elle seule, de décider de le lire. Il repartit aussitôt. Dans la rue, il composa de nouveau le numéro de Camille. Elle décrocha immédiatement. Il lui raconta ce qu'il avait fait. Elle resta silencieuse, puis dit « Tu as fait ce qu'il fallait. Le reste ne dépend plus de toi. » Arnaud remercia. Il sentit pour la première fois une forme d'alliance fragile entre eux. Non pas une réconciliation, mais un terrain commun, une compréhension muette. Il raccrocha, puis décida de s'éloigner de l'hôpital pour quelques jours, sans disparaître. Il voulait laisser de l'espace à Élise, mais il resta à Paris, proche, prêt à revenir au moindre signe. 3 jours passèrent. Il ne reçut aucune nouvelle. Il n'osa pas rappeler l'hôpital. Il occupa son temps à marcher, à lire, à s'interroger. Il fit le ménage de sa vie intérieure, revisitant des souvenirs qu'il avait enfermés depuis trop longtemps. Il ne parla à personne. Son téléphone professionnel resta éteint. Le monde des affaires pouvait attendre. Ce qui comptait désormais était invisible aux yeux des autres. Le 4e jour, alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans sa chambre d'hôtel, il reçut un appel du numéro de l'hôpital. Son cœur manqua un battement. Il décrocha. C'était une infirmière. Elle lui dit qu'Élise avait demandé à lui parler. Elle ne disait pas s'il s'agissait d'un pardon, d'une colère ou d'une simple question. Elle demandait juste à le voir. Il y alla aussitôt. Lorsqu'il entra dans la chambre, il trouva Élise assise, les jambes repliées sous la couverture, le carnet posé sur ses genoux. Elle leva les yeux vers lui mais ne sourit pas. Il s'approcha lentement, attendit qu'elle parle. « J'ai tout lu. » Il hocha la tête, sans rien dire. Elle poursuivit. « Je ne sais pas si je peux croire tout ce que tu as écrit, mais au moins tu n'as pas essayé de te faire passer pour un héros. » Il répondit d'une voix calme. « Je ne le suis pas. Je ne l'ai jamais été. » Un silence. Puis elle reprit. « Tu sais ce qui m'a le plus marqué? Ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu n'as pas fait. Tu n'as jamais cherché, tu n'as jamais essayé de savoir si j'existais. » Il baissa les yeux. Elle avait raison. Il n'avait jamais eu le courage de regarder derrière lui. « J'étais lâche, et je ne peux rien changer à ça. Non, tu ne peux pas, mais tu peux faire autre chose. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Tu peux rester. » Il releva lentement les yeux vers elle. Il ne comprenait pas entièrement. Elle reprit plus doucement. « Je ne veux pas d'un père qui arrive après 21 ans et se comporte comme si rien ne s'était passé.
Mais je veux comprendre. Savoir d'où je viens. Savoir qui tu es. Et peut-être qu'on peut construire quelque chose. Pas tout de suite. Pas comme une famille parfaite, mais autre chose. Il sentit un frisson le parcourir. Il avait espéré cela sans oser y croire. Il s'approcha, prit une chaise, s'assit à côté d'elle. Il ne toucha pas sa main, il resta simplement là. « Je suis là, Élise. Et je ne partirai plus. » Elle ne répondit pas. Mais elle ne détourna pas le regard. C'était déjà une victoire, une minuscule brèche dans le mur de douleur qu'elle avait construit. Et dans ce silence partagé, quelque chose naquit. Une présence, une promesse non dite. Le passé enfin présentait l'addition. Mais Arnaud l'acceptait, sans calcul, sans attente, juste avec cette certitude nouvelle qu'il n'était plus seul dans le monde et qu'il pouvait, peut-être, apprendre à marcher aux côtés de cette jeune femme qu'il avait tant de fois manquée, mais qu'il refusait désormais de perdre. La matinée était claire, mais l'air froid. Arnaud de la Cour traversa l'esplanade de l'hôpital avec une lenteur mesurée, presque rituelle. Chaque jour, depuis que la conversation avec Élise avait ouvert une brèche entre eux, il revenait avec une régularité nouvelle, un mélange de prudence et de foi silencieuse. Il ne venait pas pour imposer sa présence. Il venait pour montrer qu'il restait, qu'il ne fuyait plus. Ce simple fait semblait avoir, peu à peu, modifié la façon dont Élise le regardait. Il ne s'agissait pas encore de tendresse, ni de confiance, mais d'une attention, d'une curiosité timide. Et parfois, lorsqu'il parlait, elle écoutait. Ce jour-là, il apportait une boîte. À l'intérieur, il avait rangé quelques objets. Une vieille photo de Camille, prise un été à Aix-en-Provence où elle riait, insouciante. Un livre de contes pour enfants, annoté dans les marges, que sa mère lui lisait quand il était petit. Une montre cassée que son père lui avait laissée. Rien de spectaculaire, mais des fragments de sa propre histoire. Il les déposa sur la table à côté du lit d'Élise, sans un mot. Elle les regarda un long moment, puis, du bout des doigts, prit la photo de Camille. Elle n'a jamais parlé de toi, dit-elle après un silence. Je sais, répondit Arnaud doucement. Elle voulait te protéger de moi. Et elle avait probablement raison. Élise ne répondit pas. Elle regardait la photo, l'effleurait du bout des ongles, comme si elle cherchait un secret caché entre les grains du papier. Puis, sans lever les yeux, elle a été malade il y a 2 ans. Une infection pulmonaire. Elle a failli mourir. Je l'ai soignée seule. Et même là, elle ne m'a rien dit. Je l'ai suppliée de me dire qui était mon père. Elle a pleuré, mais elle sait. Arnaud l'écoutait sans l'interrompre. Il n'aurait jamais imaginé Camille dans cet état de silence obstiné, même face à la maladie. Mais il comprenait. Elle avait tenu sa promesse. Jusqu'au bout. Elle m'a toujours dit que les hommes disparaissent, qu'ils promettent, puis qu'ils partent. J'ai fini par le croire. Il prit une profonde inspiration. J'ai disparu, mais je suis revenu. Et je ne veux plus partir, même si tu me rejettes 100 fois. Pourquoi maintenant? Il chercha ses mots. Parce que je t'ai vu, pas seulement dans la rue. Je t'ai vu comme une personne, pas comme une obligation, pas comme une conséquence de mon passé, mais comme une vie. Et j'ai compris ce que j'avais manqué, ce que j'avais détruit, ce que je voulais réparer. Même si je ne peux pas. Elle reposa la photo, puis regarda les autres objets. Elle prit le livre de contes, l'ouvrit, lut quelques mots griffonnés dans la marge. « Tu l'as lu à quelqu'un ?»« Non. Je l'ai gardé. Peut-être pour le jour où j'aurais une raison de le relire à voix haute. » Elle ferma le livre. Ses yeux brillèrent légèrement, mais elle ne pleura pas. Elle se tourna vers lui, plus directement. « J'aimerais parler à maman. »« Tu peux. » Elle m'a dit qu'elle était prête, que ce serait difficile, mais qu'elle le ferait. « Tu lui as parlé souvent ?»« 3 fois. Elle m'a dit tout ce que j'aurais dû entendre il y a 20 ans. Et chaque mot était un coup de couteau. Tu l'aimais ? Je l'aimais, mal, avec égoïsme, et je l'ai laissé tomber quand elle avait le plus besoin de moi. Ce que j'ai fait est impardonnable, mais elle a survécu, et toi aussi. » Élise passa une main sur son ventre. Elle était enceinte de 7 mois maintenant. Son corps était fatigué, mais son regard gagnait en détermination. Elle leva les yeux vers Arnaud. « Tu veux être là pour lui ?» Il hocha la tête, incapable de parler. « Alors tu vas devoir m'écouter, me supporter. »
et accepter que je ne sois pas prête à t'appeler papa. Je n'attends pas ça, je veux juste être là, apprendre à te connaître. Et peut-être que toi aussi, tu apprendras à me connaître. » Elle ne répondit pas. Mais elle fit un geste. Elle prit la boîte, la posa sur la table de chevet et lui dit « Reviens demain, apporte une autre histoire. » Ce fut la première fois qu'elle lui demanda de revenir. Il sortit de la chambre le cœur lourd mais vivant. Il avait franchi quelque chose. Pas une réconciliation complète, pas une guérison, mais une fissure dans le mur, un passage entre deux solitudes, un pont fragile. Sur le chemin du retour, il appela Camille. Sa voix était calme, posée, mais il percevait la tension. « Elle veut te parler, dit-il. »« Je suis prête. Tu peux venir à Paris ?» Un silence. « Oui. » Ils fixèrent un jour. Une semaine plus tard, Camille viendrait. Et alors, le cercle commencerait peut-être à se refermer. Pas pour effacer les erreurs, mais pour tracer une ligne nouvelle, une ligne d'humanité douloureuse, imparfaite, mais réelle. Et Arnaud comprit que cette fois, rien ne pouvait l'empêcher d'avancer, parce qu'il n'était plus seul à marcher sur ce pont. Le jour suivant s'ouvrit dans une atmosphère feutrée, presque paisible. L'air froid persistait, mais le ciel s'était dégagé. Arnaud de la Cour, fidèle à sa promesse silencieuse, revint à l'hôpital à la première heure. Cette fois, il n'apporta ni boîte, ni document, ni histoire du passé. Il apporta simplement sa présence, sa constance, ce que lui-même avait le plus manqué à Élise pendant 21 ans. Quand il entra dans la chambre, il la trouva éveillée, assise sur son lit, les jambes tendues, un oreiller calé dans son dos. Elle lisait un roman. Elle releva les yeux à son arrivée, et cette fois, il crut y voir un éclat différent. Pas un sourire, mais une forme de tolérance. Il s'en contenta. « Bonjour, dit-elle. »« Bonjour, » répondit-il en tirant la chaise près du lit. Ils restèrent un moment sans parler, seulement accompagnés par le bruit lointain des pas dans le couloir, des moniteurs cardiaques dans les chambres voisines, du vent contre les vitres, puis elle brisa le silence. « Tu as toujours vécu à Paris ?» Il acquiesça. « Depuis mes 22 ans. J'ai fait mes études ici, et je ne suis jamais reparti. »« Tu as eu d'autres enfants ?» Il secoua la tête. « Non. J'ai eu des relations, mais jamais de famille. Rien de construit. J'ai toujours mis mon travail avant tout. Je croyais que c'était ça, réussir. Et maintenant ?» Il sourit tristement. « Maintenant, je me rends compte que j'ai construit un empire sur du vide. Que le vrai travail, je l'ai évité toute ma vie. » Elle referma le livre lentement. « Maman ne m'a jamais empêché de te chercher. Elle disait seulement qu'il ne fallait pas attendre quelqu'un qui ne voulait pas être trouvé. Elle avait raison. J'étais incapable de regarder en arrière. Et toi, tu es apparu dans ma vie comme un rappel brutal de tout ce que j'ai fui. Et pourtant, tu es resté. » Il hocha la tête. Elle reprit plus doucement. « Je n'ai jamais eu de père, pas même un modèle. Les hommes passaient, certains étaient gentils, d'autres pas. Mais aucun ne restait. Et moi, je suis arrivé au pire moment. Ou au meilleur, je ne sais. Pas encore. » Cette phrase resta en suspension. Ils la laissèrent de flotter. Puis elle ajouta presque à voix basse, « Tu veux bien me parler de ta mère, de ta vie avant tout ça ?» Il fut surpris. Il ne s'attendait pas à ce genre de questions. Mais il comprit qu'elle cherchait à le comprendre, non pas pour justifier son absence, mais pour saisir qui il était vraiment. Alors, il parla. De son enfance dans un petit village près de Bordeaux, de sa mère, institutrice stricte mais aimante, morte trop tôt d'un cancer, de son père, ouvrier distant, qui ne parlait jamais de ses émotions, de ses frères dont il s'était éloigné après les premiers succès financiers, de son obsession pour le contrôle, pour la performance, pour l'image. Il ne se peignit pas en victime. Il se décrivit avec honnêteté, comme un homme qui avait échangé le lien contre la puissance. Élise l'écoutait, le visage impassible. Parfois elle posait une question, parfois elle hochait la tête. Lorsqu'il évoqua sa rupture avec Camille, elle détourna brièvement les yeux. Puis elle revint à lui. « Maman dit que tu étais brillant, mais aussi très seul. Elle n'avait pas tort, et elle dit que tu avais peur d'être aimé. » Il la regarda. Elle avait dit cela. Cela le frappa plus que tout. Il pensa à cette peur, jamais formulée, mais toujours présente. La peur d'être vu, entièrement, et rejeté. La peur d'être insuffisant. Il n'eut pas besoin de confirmer. Son silence en disait long.
Les jours suivants suivirent ce rythme. Chaque matin, Arnaud venait, s'asseyait, écoutait, parlait. Il ne forçait rien. Il apprenait à découvrir les silences d'Élise, ses colères muettes, ses blessures masquées. Il la regardait sourire timidement lorsqu'elle parlait de ses rêves d'enfant, devenir illustratrice, partir en Islande, vivre dans une maison en bois au bord d'un lac. Il apprenait aussi à apprivoiser ses peurs, la solitude, l'abandon, la maternité, et elle, peu à peu, acceptait sa présence. Elle ne l'appelait pas « papa », elle ne lui tenait pas la main, mais elle l'écoutait, lui posait des questions, partageait des fragments d'elle-même. Ce n'était pas une réconciliation, c'était un début. Un matin, il la trouva en train de dessiner. Une feuille, un crayon, une série de traits légers. C'était un visage, inachevé, un regard. Peut-être le sien, il n'osa pas demander. « Tu veux voir » demanda-t-elle soudain. Il s'approcha, c'était bien lui. Mais un lui adoucit, presque fragile. Elle avait capturé quelque chose qu'il ne voyait pas dans les miroirs. Un homme ébranlé, mais debout. « Tu dessines souvent ?»« Quand j'ai peur, ou quand je suis en colère. »« Et là ?»« Un peu... » Des deux, il sourit, ému. « Tu es très doué. Maman disait que j'avais ton regard. Elle disait aussi que j'étais seul. Peut-être que les deux sont vrais. » Ils échangèrent un regard. Puis elle tendit le dessin vers lui. « Tiens, garde-le, c'est pas un pardon, c'est juste un moment. » Il prit la feuille, la plia avec soin, la glissa dans sa poche intérieure, celle qu'il gardait vide depuis des années. Il comprit que ce geste, ce cadeau muet, valait plus que n'importe quel mot. C'était une porte entr'ouverte. Ce soir-là, en rentrant à son hôtel, Arnaud s'assit devant la fenêtre ouverte. Le vent froid s'infiltrait dans la pièce, mais il ne le ferma pas. Il tenait encore le dessin dans sa main, et il comprit que ce lien fragile, bancal mais vivant, était peut-être sa plus grande victoire. Pas parce qu'il effaçait le passé, mais parce qu'il promettait un futur non pas parfait, mais réel. Enfin réel. Ce fut au beau milieu d'un jeudi ordinaire que l'extraordinaire se produisit. Arnaud de la Cour, assis dans le couloir, à l'étage obstétrique de l'hôpital Saint-Louis, relisait pour la 3e fois un article sans importance sur son téléphone lorsque la porte de la chambre d'Élise s'ouvrit brutalement. Qu'une infirmière apparut, le visage tendu, les traits tirés. C'est le moment. Elle est en travail. Il se leva d'un bond, le cœur cognant dans sa poitrine. Il ne s'était pas préparé à ce que ce soit aujourd'hui, même si les médecins avaient évoqué la possibilité d'un accouchement prématuré. Il croyait avoir encore quelques semaines, quelques jours peut-être, pour se préparer à ce qu'aucun mot ne saurait vraiment décrire. L'idée qu'un petit être, son petit-fils, allait venir au monde à cet instant précis, fit trembler ses jambes. Il fut conduit dans la salle de travail. Élise était déjà installée, pâle, les cheveux collés au front, la respiration courte. Quand elle le vit, elle ne dit rien. Mais elle tendit la main, il la saisit immédiatement, comme un ancrage. Autour d'eux, le personnel s'activait. Les machines bipaient, les infirmières murmuraient des termes techniques. Le médecin en charge donnait des instructions. Mais Arnaud ne voyait plus que cette main dans la sienne. Et ce regard, celui d'Élise, mêlé de peur, de colère contenue, de vulnérabilité pure, « Je suis là », souffla-t-il. « Je ne partirai pas. » Elle serra plus fort. Puis, une contraction la plia en deux. Elle hurla, pas seulement de douleur. Il le comprit. Il y avait, dans ce cri, toute la peur du monde, toute la charge des abandons passés, toute la pression de donner naissance sans modèle, sans protection. Et il sentit que ce cri ne concernait pas seulement l'enfant, mais aussi elle-même. Elle se battait pour ne pas se perdre, pour devenir mère sans se trahir, pour ne pas reproduire les absences qu'elle avait subies. Arnaud ne parla plus. Il resta là, à ses côtés pendant les longues heures de douleur. Il épongea son front, lui tint la main quand elle voulait la briser, lui murmura des mots qu'il ne pensait pas avoir encore en lui. Elle pleurait entre les contractions. Elle répétait qu'elle ne pouvait pas, que c'était trop tôt, que tout allait mal. Et lui, il ne fit qu'une chose. Il resta. C'était tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'elle semblait attendre. Quand l'accouchement entra dans sa phase finale, le médecin l'avertit qu'il devait rester en arrière, laisser la place. Il obéit, recula de quelques pas. Mais Élise, haletante, tourna la tête et dit « Non, il reste là. » Jusqu'à la fin. Il revint à ses côtés. Elle lui attrapa le poignet comme si elle s'accrochait à une falaise. Puis, dans un effort,
Déchirant, elle poussa, et poussa encore. Les minutes s'étirèrent dans une temporalité étrange, faite de douleur, de cris, de silence, suspendu. Puis, soudain, un cri, un autre, plus aigu, plus petit. Un cri neuf, un cri qui ne ressemblait à rien d'autre. Le cri d'un enfant qui entre dans le monde. Le médecin leva le nouveau-né, couvert de vie, de fluide, de chaleur. Il était minuscule, mais entier. Il respirait, il hurlait, et tout s'arrêta. Arnaud sentit quelque chose en lui se briser, puis se reconstruire en une seconde. L'infirmière l'enveloppa dans une couverture, puis le tendit à Élise. Elle le prit, tremblante. Elle le regarda longuement. Puis, dans un souffle, « Bonjour, petit », Arnaud ne put retenir les larmes. Il les laissa couler, silencieusement. Il regardait sa fille, qu'il avait presque perdue, tenir dans ses bras ce qu'il n'avait jamais osé rêver. Son petit-fils. Un être qu'il ne connaissait pas encore, mais qui venait de tout changer. Élise se tourna vers lui. Elle avait les joues inondées, le visage fatigué, mais elle le regarda avec une intensité nouvelle. « Tu veux le prendre ?» Il hocha la tête, sans oser s'approcher. Mais elle le lui tendit doucement, et il prit l'enfant maladroitement d'abord, comme si ses bras n'étaient pas faits pour cela. Le bébé se calma un instant, ouvrit à peine les yeux. Arnaud le regarda, et dans ce regard minuscule, il sentit toute la vie qu'il n'avait pas vécue mais qu'il pouvait encore embrasser. Il s'assit, le bébé sur sa poitrine, il sentit son cœur battre lentement en écho au sien. Il ne pensa plus à Camille, à l'argent, au regret. Il pensa seulement à ce moment, pur, simple, absolu, une naissance. Pas seulement celle de l'enfant, mais la sienne, celle d'un homme qui, après tant d'années de silence, venait d'apprendre à aimer, sans condition, sans peur, sans se protéger. L'équipe médicale les laissa seuls quelques minutes. Dans ce silence nouveau, Élise le regarda encore. « Je ne sais pas quel genre de grand-père tu seras, ni même si tu pourras vraiment réparer ce que t'as brisé. Mais je sais une chose, ce petit, il mérite qu'on essaie. Tous les deux. » Il acquiesça, incapable de répondre. Il ne le pouvait pas. Les mots auraient été de trop. Le lien était là. Une main tendue, un enfant dans les bras, un regard, partagé. C'était fragile, incertain. Mais c'était vivant, et cela suffisait. Pour aujourd'hui, pour commencer, pour recommencer. Les jours qui suivirent à la naissance du bébé d'Élise s'écoulèrent avec une lenteur apaisante, comme si le monde extérieur avait été mis en veille. Arnaud de la Cour se rendait à l'hôpital chaque matin, parfois même avant l'aube, et restait jusqu'au soir, souvent sans parler, parfois simplement pour regarder sa fille dormir ou nourrir son enfant. Il n'était pas encore grand-père, dans le sens symbolique du terme. Il était un homme en apprentissage, maladroit dans les gestes, mais de plus en plus présent dans les instants. Il ne cherchait pas à effacer le passé. Il essayait, à sa manière, de donner un sens à ce qui restait. Élise avait décidé de donner à son fils le prénom de Louis, un choix qu'elle annonça sans cérémonie, un matin, alors qu'Arnaud changeait silencieusement une couche sous l'œil vigilant d'une infirmière. Il leva les yeux, surpris par la nouvelle, puis répéta lentement « Louis ». Le prénom résonna en lui comme une promesse. Il se souvenait que sa propre mère lui avait un jour parlé d'un frère mort-né qu'elle aurait voulu appeler ainsi. Il ne dit rien, mais accepta ce signe du destin avec la gratitude silencieuse de ceux qui savent qu'ils n'ont plus besoin de comprendre. Quand Élise fut autorisée à quitter l'hôpital, elle fit quelque chose qu'Arnaud n'attendait. Passe. Elle accepta son offre de venir habiter quelque temps chez lui. Non pas dans sa résidence principale, mais dans une petite maison secondaire qu'il possédait à la lisière de Paris, un sceau, un endroit calme, entouré d'arbres, où le silence avait plus de place que le luxe. Elle posa une condition claire, pas de personnel, pas de majordome, pas de cuisinier. Seulement eux et le bébé. Arnaud accepta sans discuter. Il fit vider la maison, fit préparer les chambres, acheta des meubles plus simples, transforma une pièce en nurserie. Il s'investit personnellement dans chaque détail, non par ostentation, mais parce qu'il voulait que cet espace devienne un lieu de transition, pas une cage dorée. Quand Élise arriva, Louis dans les bras, elle examina les lieux en silence. Elle ne fit aucun commentaire, mais ses pas lents, ses gestes posés,
montrait qu'elle acceptait l'espace comme un abri temporaire, peut-être comme un seuil entre deux mondes. Les premières semaines furent étranges, rythmées par les pleurs du nourrisson, les tétés, les couches, les nuits sans sommeil. Arnaud, qui n'avait jamais connu cela, découvrit avec émerveillement et maladresse l'univers minuscule mais exigeant d'un nouveau-né. Il apprit à chauffer un biberon, à bercer un enfant sans l'effrayer, à distinguer les différents types de pleurs. Il fut souvent maladroit mais jamais absent, et Élise, qui avait d'abord gardé ses distances, commença peu à peu à lui accorder un regard nouveau. Non plus celui de la jeune femme blessée par un abandon, mais celui d'une mère qui voyait un homme faire l'effort de réparer jour après jour ce qui ne pouvait être changé. Il parlait de plus en plus, de tout, et parfois de rien. Arnaud lui raconta des anecdotes sur son enfance, ses échecs amoureux, ses erreurs professionnelles. Il ne cherchait pas à se justifier, il cherchait à se montrer, entier, humain. Et Élise, elle aussi, ouvrait des fenêtres sur sa vie. Elle parlait de Camille, de leurs relations complexes, de la solitude, des moments où elle avait voulu disparaître. Elle parlait aussi de ses espoirs, de son désir de reprendre un jour ses études, de son envie d'élever Louis dans un monde plus doux. Ils cuisinaient ensemble, souvent maladroitement. Arnaud apprenait à couper les légumes, à suivre des recettes simples. Élise riait parfois de ses gestes hésitants. Ses rires, rares mais sincères, étaient pour lui des trésors. Il regardait aussi des films, assis sur le canapé, Louis dormant entre eux. Il y avait quelque chose d'inattendu, presque irréel, dans cette proximité. Deux étrangers réunis, par le sang et par une naissance, qui tentaient de tisser, fil après fil, une forme de quotidien. Le temps, qui autrefois avait été leur ennemi, se transformait en allié discret. Chaque jour passé ensemble était une victoire contre l'érosion du passé. Ils ne se disaient pas tout. Il restait des silences, des ombres. Mais il y avait aussi des gestes simples. Un café préparé sans demander, un plaid posé sur les épaules, une main sur l'épaule en passant. Ces petites choses qui peu à peu réparent ce que les grandes phrases n'atteignent jamais. Un soir, alors qu'il mettait Louis au lit, Élise se tourna vers Arnaud. « Tu sais, je ne t'ai pas encore pardonné, mais je t'en veux, moins qu'avant. » Il la regarda, surpris par la franchise. Il acquiesça simplement. « Je ne suis pas venu chercher un pardon, je veux juste te prouver que je peux être là. Pas parfait, mais là. Et tu l'es. Et c'est déjà beaucoup. » Elle éteignit la lumière de la chambre et ils quittèrent la pièce ensemble, en silence. Dans le salon, ils s'assirent côte à côte, regardant à travers la baie vitrée le jardin éclairé par la lune. Le monde semblait suspendu, et Arnaud, pour la première fois depuis des décennies, se sentit en paix. Pas parce qu'il avait réparé ce qu'il avait brisé, mais parce qu'il avait accepté de vivre avec, parce qu'il ne cherchait plus à contrôler chaque chose mais à accueillir, parce qu'il avait cessé de fuir. Et que dans ce foyer imparfait, entre une fille qu'il apprenait à aimer et un petit-fils qu'il avait tenu dès la première minute, il avait trouvé ce qu'aucune richesse ne lui avait jamais donné, un sens. Et cela, il le savait, n'était que le début, mais un début vrai, un début assez solide pour porter le reste. Le printemps arriva doucement sur Sceaux. Les arbres se couvraient de bourgeons, les premières fleurs s'ouvraient timidement, et l'air, plus doux, portait un parfum de renouveau. Dans la maison modeste, au bout d'une impasse calme, la routine d'Arnaud, Élise et du petit Louis s'était ancrée avec une simplicité presque irréelle. Il n'y avait ni grand discours, ni déclaration sentimentale. Il y avait des réveils interrompus par les pleurs d'un nourrisson, des biberons nocturnes, des lessives, des promenades en poussette. Et au cœur de tout cela, il y avait une lente et patiente réinvention de ce qu'ils étaient, les uns pour les autres. Arnaud avait quitté sa résidence principale. Il avait mis en suspens ses responsabilités professionnelles, cédé temporairement la direction de son entreprise à un associé de confiance. Il ne consultait plus ses courriels que rarement. Il n'assistait plus aux conférences, refusait les invitations mondaines. Beaucoup s'étaient interrogés sur ce retrait, mais il n'avait donné d'explication à personne. Ceux qui savaient vraiment n'avaient pas besoin de mots. Les autres pouvaient attendre. La maison, autrefois silencieuse, était désormais pleine de vie. Louis babillait, riait, pleurait à heures fixes ou imprévues. Il rampait depuis peu, explorant le salon, comme un conquérant maladroit. Ses jouets jonchèrent le sol. Ses vêtements étaient suspendus aux chaises.
Des bavoirs traînaient sur le canapé. Arnaud, qui avait toujours vécu dans un univers ordonné et maîtrisé, avait découvert dans ce désordre une forme de liberté. Il marchait pieds nus, portait des t-shirts froissés et ne s'en préoccupait pas. Il vivait. Enfin, il avait transformé une pièce en atelier de lecture. Chaque jour, il lisait à Louis des histoires simples, lui montrait des livres en tissu, des images colorées. Parfois, Élise dessinait pendant qu'il lisait. Elle s'était remise à l'illustration avec une énergie nouvelle. Arnaud avait discrètement contacté un éditeur qu'il connaissait, lui avait parlé de son talent. Mais elle avait refusé toute aide directe. Elle voulait y arriver seule. Il avait respecté cela et elle avançait. Chaque jour, elle traçait des lignes, coloriait des mondes, donnait vie à ce qu'elle portait en elle depuis l'enfance. Ils partageaient les repas, préparaient les courses ensemble, parfois se disputaient à propos de détails absurdes. La température du lait, l'organisation du frigo, les horaires de sommeil de Louis, mais ces tensions, plutôt que les éloigner, les rapprochaient. Elle prouvait qu'ils existaient ensemble, non plus dans un silence poli, mais dans une relation vraie, habitée, imparfaite. Un jour, en revenant du parc, Arnaud poussa la poussette sur l'allée gravillonnée pendant qu'Élise marchait à ses côtés. Louis dormait, bercé par les chaos légers. Le soleil de fin d'après-midi teintait la peau d'or pâle. Il ne parlait pas. Il savourait cette marche comme on savoure une chanson familière. Arrivé devant la maison, Élise s'arrêta et dit « Je ne pensais pas que ce serait possible, que tu serais encore là. Moi non plus, répondit-il. Et pourtant, on y est. C'est pas parfait, mais c'est doux. Oui, elle se tourna vers lui plus sérieuse. Tu sais que je vais devoir partir un jour, avoir ma vie, mon appartement, reprendre mes études. Je veux que tu le saches. Que tu ne sois pas surpris. Il hocha la tête. Je ne veux rien retenir, tu construiras ta vie. Et moi, je continuerai à être là, de la façon que tu accepteras. Peut-être que Louis voudra te voir souvent. J'en serais honoré s'il m'accepte. Elle le fixa quelques secondes, puis dit simplement « Il t'aime déjà, il te reconnaît, il te cherche quand tu n'es pas là. Tu es une présence pour lui. Pas une figure, pas un titre, une présence. » Il sentit sa gorge se serrer. Ce mot « présence » résonnait plus fort que tout ce qu'il aurait pu espérer. C'était cela qu'il était venu chercher, sans le savoir. Il ne voulait pas être un héros racheté, ni un père idéalisé. Il voulait être quelqu'un qui reste, quelqu'un qu'on regarde sans peur, quelqu'un qui existe pour les autres, et pas seulement à travers ce qu'il possède. La vie reprit son cours. Les jours s'enchaînèrent avec leur rythme paisible. Arnaud, un matin, emmena Louis seul au marché. Il portait le bébé dans un porte-bébé, se baissait pour sentir les fruits, discutait avec les maraîchers. Personne ne le reconnut. Et même si quelqu'un l'avait fait, cela n'aurait rien changé. Il était heureux dans cette simplicité, dans cette invisibilité nouvelle. Il n'était plus le de la cour, mais un homme avec un enfant dans les bras. Et cela lui suffisait. Élise, parfois, écrivait. Elle avait commencé un journal. Elle ne le montrait à personne. Mais elle avait confié à Arnaud qu'elle y consignait tout ce qu'elle n'avait jamais osé dire. Pas pour régler des comptes, pour comprendre, pour ne pas reproduire. Pour offrir à Louis un jour une mémoire sincère. Le soir, quand tout était calme, Arnaud s'asseyait dans le fauteuil près du lit de Louis et le regardait dormir. Il écoutait sa respiration, le mouvement de son ventre. Il se disait que, peut-être, c'était cela, le vrai luxe. Être là, être témoin, aimer sans condition. Et quand il fermait les yeux, il ne voyait plus les chiffres, les réunions, les salons. Il voyait une maison pleine de vie, une fille qui avançait, un petit garçon qui grandissait. Et il savait que tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il avait reconquis, menait à ce moment-là. Ce moment silencieux, vibrant, parfait dans son imperfection, il n'avait plus besoin de plus.